Bonjour à tous. Pour ce numéro 63 de MPCM, j'ai le plaisir de recevoir Lorenzo Malaguerra, que le monde de la culture valaisan connaît, directeur et responsable culturel du Crochetan notamment. Je commence cette émission par vous présenter ce livre, Les femmes d'Auschwitz-Birkenau, de Shoshana Bukowska. Et franchement, précipitez-vous sur ce livre, c'est absolument magnifique. J'aimerais dire à tous les jeunes qui me regardent, il y en a quelques-uns, passez-le entre vous. Et je crois que c'est un devoir de mémoire et c'est une réalisation absolument fantastique, magnifique, extraordinaire. C'est un livre que je conseille à tout le monde, vraiment sans prendre le moins de risques pour ceux qui aiment l'histoire, le vrai et puis le réel des camps, le réel des femmes et ce qui s'est passé à Auschwitz et Birkenau durant ces années terribles au niveau des camps de concentration. Et puis pour commencer cette petite entretien avec Lorenzo Malaguerra, alors je lui ai réservé dans le dictionnaire du diable de Ambrose Bierce une petite définition sur critique au pluriel, l'une des nombreuses méthodes qu'affectionnent les imbéciles pour perdre leurs amis. Alors, quelle est votre réaction comme acteur de la scène théâtrale, etc., et puis metteur en scène également dans le champ politique, par rapport aux critiquants, vous les recevez? Quand j'étais un peu au début de ma carrière, c'est-à-dire qu'il y a quand même presque 25 ans de ça, j'étais extrêmement, évidemment, paniqué le lendemain d'une première, à voir ce qui était marqué dans le temps ou dans la tribune de Genève, c'était à Genève à l'époque. Ça comptait énormément, parce que ça comptait aussi pour les subventionneurs énormément, donc c'était très... maintenant, j'ai un rapport beaucoup plus distancié à la critique, déjà parce qu'elle a beaucoup moins de poids qu'à l'époque. Vraiment, la presse avait quand même enfin, notamment la critique théâtrale avait plus de poids à l'époque. Donc voilà, puis je pense que l'âge aidant, et puis le galet ayant un peu roulé, la sagesse je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai le cuir un petit peu plus endurci. Donc. Ok, alors là j'ai une deuxième thème, alors c'est simplement sur le mot théâtre. Là c'est Narcisse Prat qui parle du théâtre de la façon suivante. Quand ce n'est pas le goupillon qui s'empare d'un mot réputé noble pour en faire un torchon ecclésiastique, c'est le sabre. Et voilà le lieu de représentation racinienne et molièresque, transformé en lieu de carnage, de boucherie et de massacre, sous l'appellation de théâtre des opérations. Et non contents de profaner le mot théâtre, ils outragent l'art chirurgical en lui accolant des opérations qui tiennent davantage de l'éventration et de l'éviscération que de la chirurgie, ces psychopathes galonnés. Ça donne quoi comme réaction? C'est du pur Narcisse Prat. Ah ouais, le théâtre c'est la guerre, hein, de toute façon. D'ailleurs, on va en parler, je pense, un petit peu. Mais je crois que la scène c'est un peu le lieu du carnage. Je suis assez d'accord avec ça. Alors, la prochaine question, la réponse m'intéresse énormément, c'est quels sont les 3 livres qu'un homme de culture va nous présenter, que probablement nous ne connaissons pas et que chaque lecteur pourrait apprécier. Alors j'ai un peu creusé la tête quand même parce que voilà, et en fait je suis revenu à 3 lectures un peu justement de ma jeunesse aussi, qui ont été assez importantes. Alors, la première, et ça rejoint un peu votre conseil de lecture, c'est un ouvrage de Wolfgang Sebald, qui est un auteur allemand qui est décédé accidentellement il y a quelques années, qui a écrit un livre qui s'appelle « De la destruction comme élément de l'histoire naturelle » et en fait qui parle des bombardements alliés sur l'Allemagne, où il y a eu vraiment toutes les villes qui ont été rasées, et étrangement il parle du fait que la littérature allemande, on a très peu parlé de cette prise à la fois. C'est un auteur allemand? C'est un auteur allemand, ouais. On trouve le livre à quelle édition? Alors c'est Actes Sud, si je ne m'abuse, c'est Actes Sud, ouais. Et ça vaut vraiment la peine parce que il s'est regroupé dans des différentes conférences qu'il a données. Voilà, alors le hasard n'existant pas, vous êtes devenu dans le même domaine. Voilà, exactement, et c'est vraiment un ouvrage incroyable où il décrypte cette absence de la littérature allemande qui a vraiment écarté tout cet aspect-là, l'horreur en fait de la guerre de toute façon. Et le deuxième? Le deuxième c'est Peter Handke. Alors on reste dans le monde germanique, mais Peter Handke est mon auteur de chevet depuis fort longtemps. Mais vous avez monté les pièces de théâtre aussi. Ouais, alors Outrage au public notamment, qui est une pièce formidable quoi. Et puis ça c'est un roman qui s'appelle Mon année dans la baie de personne, de nouveau un long titre.
où l'auteur met en scène un peu son double. Et effectivement, il habite Paris, hein, Peter Handke, et puis il parle d'une période un petit peu de dépression, où il se retrouve tout seul dans sa maison, et puis il doit se reconnecter au monde, et puis à son entourage, et donc il commence par son jardin. Quelle maison d'édition? Là, c'est Gallimard. Et puis le troisième, alors là, enfin une pièce de théâtre de mon auteur aussi fétiche, qui est Bernard-Marie Coltès, qui a écrit juste avant de mourir du sida, d'ailleurs à l'époque, Roberto Zucco, qui est une pièce shakespearienne, vraiment autour de la figure réelle de Roberto Zucco, ce tueur en série. Et puis alors, j'ai vu que vous aviez fait d'abord des études de géographie. Exactement. Mais quand cette passion du théâtre vous est venue? En fait, elle m'est venue avant même mes études, parce que je faisais pas mal de théâtre à l'université, j'ai fait à Genève, et puis au moment de ma soutenance de mémoire de master, je me suis dit non mais je ne vais pas continuer parce que je ne me voyais pas prof, voilà. Et donc j'avais juste l'âge limite pour faire le concours d'entrée au conservatoire, que j'étais à peu près sûr de rater, mais que j'ai réussi. Et voilà, c'est comme ça en fait, c'est presque un coup de tête en fait. Et durant l'adolescence, vous connaissiez le théâtre, dans le réel du théâtre? Pas du tout. Et votre premier souvenir de théâtre qui vous a marqué, disons, où vous voyez adolescent ou plus tard alors c'est vraiment en plus tant tard. que spectateur? Alors c'est vraiment plus tard, en fait, étrangement. C'est plutôt en faisant du théâtre que j'ai mon souvenir de théâtre, en fait. Et en tant que spectateur, c'est je pense, vers 20-21 ans, en voyant une mise en scène de Patrice Chéreau à Paris, qui avait fait un travail avec les élèves du conservatoire sur Richard III, qui m'a fait vraiment... Voilà, on a parlé de Carnage avant, que la scène comme lieu de Carnage, et là c'était vraiment une chose qui m'avait bouleversé. Alors, Flavie Taparel et Jérémy Imbach, qui ont fait Pékin Express, c'est des fans de théâtre. Flavie Taparel, elle a arrêté, je crois, des études en lettres pour se spécialiser en théâtre. Elle a 21 ans aujourd'hui. Il y a ma fille Jade aussi, son amie Zélie, d'autres personnes. Ils ont fait une petite troupe de théâtre où ils prennent beaucoup de temps, des semaines de résidence entre elles. Quel conseil vous donneriez à des gens comme ça qui se disent, non d'une pipe, moi j'aurais aimé faire de ma vie finalement quelque chose dans le théâtre, sauf qu'il y a ces contingences matérielles qui me poussent peut-être à faire du droit, des lettres ou autre chose. C'est quoi, avec votre recul, ce que vous pourrez conseiller à des gens qui sont passionnés de théâtre? Très honnêtement, je ne sais pas trop, parce que c'est un métier compliqué, c'est un métier difficile. Disons, je pense que c'est compliqué d'en vivre. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est compliqué d'en vivre hors des assurances sociales, quoi. Donc tout comédien est au chômage toute sa vie. Et très honnêtement, si moi j'avais dû continuer en tant qu'acteur ou metteur en scène, j'aurais arrêté. C'est-à-dire que je pense que voilà, le fait d'être directeur de théâtre m'a permis de poursuivre ça. En vous projetant un tout petit peu, si votre fille, par exemple, je crois que vous avez une fille, vous disait ah mais moi c'est quelque chose qui m'intéresse, etc. Est-ce que vous la pousseriez vers d'autres études? Non, mais peut-être je l'ai fait ou je dirais que mes parents déjà ils ont essayé de me pousser. Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai fait l'université, hein, parce qu'il y a un moment donné j'avais aussi assez vite envie de. Puis voilà, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait quand même d'abord que j'ai ma licence, ce qui n'était pas une mauvaise idée d'ailleurs. Alors en tout cas non, je la découragerai pas. Après elle connaît la difficulté du métier, donc voilà, elle a 10 ans, j'ai encore un peu de temps avant qu'elle se consacre à ça. Je serais évidemment il n'y a pas de secret, je serais affreusement inquiet évidemment. Je lui dirais de se prendre peut-être 5 ans. Alors un jeune comédien, je lui dirais écoute, fixe-toi un temps de réussite, 5 ans ou un peu plus. Si ça ne marche pas, il faut bifurquer sur autre chose. Parce qu'une vie de comédien, on va dire, voilà, qui joue un petit peu, c'est pas... Alors là, je change un tout petit peu de direction. Là, vous m'avez répondu en tant qu'acteur, mais ceux qui ont les capacités d'écrire des pièces de théâtre, de les mettre en scène, etc., c'est quoi la voie la moins stupide à prendre à 20 ans? Je pense qu'il faut travailler, il faut faire des choses. Il ne faut pas attendre même d'être formé ou d'avoir un papier ou d'attendre des subventions ou quoi que ce soit. Il faut y aller. Il faut y aller, il faut faire même sans argent. Voilà. Moi, la meilleure école, ça a été vraiment de faire sans attendre, quoi. Parce que le problème, c'est que maintenant,
tout est très institutionnalisé, c'est-à-dire que voilà, on demande aux gens d'être formés, d'avoir un papier, un bachelor, un master, de demander de la subvention, etc. Et ça retarde au fond l'entrée et la pratique est extrêmement importante dans ce métier. Il faut pratiquer. Alors, en tant que directeur du Crochetan, vous préparez des saisons, etc. En fait, comment vous programmez? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on va voir ces 10, 12 pièces, 15 pièces durant l'année et pas d'autres? Qu'est-ce qui fait que finalement, Lorenzo Malaguerra et ceux qui sont autour de vous peut-être vont dans cette direction et pas une autre? C'est quoi vos critères? Comment vous avez fonctionné, par exemple, l'année dernière pour la saison qui vient? Alors au Crocheton, c'est plutôt 50 spectacles par année que 15, mais donc comme c'est un théâtre d'accueil, donc on a les spectacles un soir, malheureusement qu'un soir, on aimerait bien le faire plus, mais avec une salle de 600 places. Voilà, alors en fait c'est assez contraignant parce qu'on a une grande salle dans une petite ville, dans une région qui est quand même bien irriguée en termes de théâtre. Il y a beaucoup de théâtre, donc voilà. Bon, moi, ma façon de programmer maintenant, elle est assez simple. Enfin, Internet a tout changé. Avant, évidemment, en tant que programmateur, on se déplaçait, on allait souvent à Paris. Mais par exemple, Avignon, vous le faites chaque année? Non, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que à Avignon, il y a soit des spectacles trop petits pour la salle, c'est-à-dire souvent, c'est dans le off, c'est des petites pièces pour des toutes petites jauges, soit c'est des très gros spectacles que je ne peux pas forcément me payer. Donc voilà, je suis dans la catégorie... Alors, comment se passe pratiquement le choix Alors le choix pour moi, il se passe comme j'ai dit, alors souvent j'ai quand même beaucoup de rapports avec des agences, notamment françaises qui vendent des spectacles. Donc c'est des courtiers en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est des courtiers et puis qui vendent leurs marchandises, voilà, pas au plus offrant, mais comme qui vendent leurs marchandises. Alors, finalement. C'est exactement ça, ouais. Et puis bon, évidemment, comme j'ai des contraintes financières en termes de recettes, donc je dois quand même pas mal remplir la salle. C'est sûr que je vais viser des spectacles où il y a quand même des noms, des gens connus. Donc voilà, ça c'est. Et puis, en fait, moi, ce que j'essaie de faire dans ma programmation, c'est à la fois avoir des choses, on va dire, assez on pourrait parler plutôt d'autoroute, quelque part. Voilà. Si j'ai un Pierre Arditi, ben, c'est sûr que je vais remplir la salle, ou un humoriste. Et puis, parallèlement aussi, d'avoir des choses beaucoup plus découvertes que les autres n'ont pas. On m'a suggéré cette question. Finalement, demande-lui qu'est-ce qu'il a pris comme risque pour ces pièces qui sont peut-être pas accueillies immédiatement par le public valaisan et où on s'est dit tiens j'ai pris un risque. Oui, mais par exemple, laquelle par exemple? Par exemple, souvent, enfin en tout cas les dernières années, j'ai pu accueillir un artiste italien qui s'appelle Pippo Del Bono, qui fait vraiment des spectacles, on va dire, voilà, avec des gens qui sont un peu cabossés par la vie, ou même voire au-delà de la... Comment vous êtes tombé sur lui, par exemple? Ben, lui, alors là, en l'occurrence, c'est un contre-exemple, c'était à Avignon, dans le festival In d'Avignon. J'avais vu un spectacle qu'il avait fait justement sur l'espace concentrationnaire. On revient encore à votre conseil de lecture, et qui était vraiment terrifiant, en fait. Et moi, j'avais ressenti une émotion que je ressens rarement au théâtre, je ressens souvent beaucoup plus au cinéma, mais en tout cas au théâtre, ça m'a... Et du coup, lui, j'avais vraiment voulu l'inviter. Donc effectivement, ça a aussi terrifié les gens à Monterre, en l'occurrence, mais je l'ai réinvité 2 ou 3 fois. Et pour affirmer aussi le fait que le théâtre, ça peut être aussi autre chose que quelque chose de juste confortable. Voilà, et quel était l'accueil, par exemple? L'accueil a été... Alors, il y a des gens qui sont sortis de là assez choqués, d'autres qui ont dit « Ah ben ça, on n'aurait jamais vu ça ailleurs ». Ça m'a aussi permis de faire venir un public qui n'était pas forcément un public régional, mais des gens qui sont venus de plus loin pour voir ça, parce que c'est assez peu programmé, on va dire, dans la région quand même, voire même en Suisse. Donc voilà, donc ça me permet aussi d'avoir... ce genre d'accueil me permet aussi de toucher d'autres publics, de donner une touche à la saison qui soit peut-être moins attendue. Voilà, ça c'est aussi quelque chose. Puis tout à l'opposé, alors la pièce où vous dites celle-là je la prends parce que finalement ma salle elle sera remplie, je prends aucun risque, ça serait quoi? Ça pourrait être, j'ai parlé de Pierre Arditi, c'était une chose, voilà. C'est juste le nom qui fait la différence? Oui, bien sûr, oui, c'est clair, le nom fait tout. Après, moi je trouve qu'il y a des... Je ne prends jamais une pièce en me disant ça va remplir, puis ça, en fait ça n'a aucun intérêt, ou je n'ai pas ce cynisme-là. Enfin, vraiment, si je prends quelque chose... Vous ne dites pas que les vaudevilles ça va marcher, puis je prends... Je fais assez peu de vaudeville, parce qu'il y a d'autres salles en Valais qui font pas mal de vaudeville, donc je ne pars pas sur ce terrain-là. Après, oui, la comédie, évidemment, mais quand j'ai une actrice comme Catherine Fro, qui est une actrice que j'adore, enfin vraiment, qui pourrait jouer dans n'importe quoi, même dans le dictionnaire, récitant le dictionnaire, voilà, je la prends parce que je trouve qu'elle est formidable, et en même temps elle est extrêmement populaire. Donc
Donc voilà, j'essaie de à la fois trouver des choses qui me plaisent, évidemment, et qui, je sais, pourront plaire aussi à large. Est-ce que vous êtes le seul décideur ou bien un petit groupe ou ça se passe comment dans le réel de la décision? Dans le réel, je suis le seul décideur. Après, j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour la programmation musicale. Mon adjoint qui est spécialiste de musique, donc voilà, lui s'occupe. Alors j'ai vu dans votre parcours que vous avez été acteur, hein, puisque vous avez fait. Qu'est-ce qui a fait une motivation à un moment donné de passer du chant de l'acteur au chant du metteur en scène? C'est une bonne question, parce qu'en fait, pour être acteur, il faut avoir du plaisir à jouer. Il se trouve qu'en commençant ma carrière, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai plus de plaisir. J'avais beaucoup de plaisir à faire du théâtre en amateur, justement, et la formation m'a un petit peu ôté ce plaisir, pour je ne sais quelle raison, enfin voilà, c'est un peu long à débattre, mais toujours est-il que du coup, je m'y retrouvais pas en tant qu'acteur dans ce métier-là. Et donc, le plaisir que j'avais comme acteur, je l'ai retrouvé en tant que metteur en scène. J'ai beaucoup plus de plaisir à être de l'autre côté de parce que j'arrive à vivre les émotions et je pense j'ai une qualité je pense que je dirige assez bien les acteurs, parce que j'arrive à me mettre à leur place. J'arrive à jouer dans cette configuration. Alors, justement, est-ce que vous choisissez les acteurs par des références personnelles, des relations, etc., où il y a un type de ces personnes qui vous parlent plus de par leur jeu ou leur positionnement sur scène ou leur qualité? Comment ça se passe parce que vous avez mis toute une série de pièces en scène. Est-ce que la pièce qui dicte l'acteur? Est-ce que l'acteur qui dicte la pièce, etc.? C'est les deux. Après, il y a les acteurs avec qui j'aime travailler, c'est des acteurs qui arrivent à s'engager pleinement, qui sont dans le jeu, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des fois des acteurs qui sont plus intellectuels, plus cérébraux plutôt que intellectuels, c'est pas un bon terme. Donc ils vont être amenés à plus questionner la chose. Non, moi j'aime bien les acteurs qui sont très spontanés, et avec qui qu'on peut modeler, quoi, et qui se laissent faire et qui ont le plaisir de ça, avec qui je peux aussi discuter évidemment. Mais j'ai besoin, moi, d'acteurs qui soient très physiques, très spontanés. Donc ça, après, ça peut être... Et comment vous appréciez aujourd'hui, parce que comme quelques autres, vous avez une position, on va dire, institutionnelle, donc avec une rémunération garantie, etc. Quel est votre regard maintenant sur ces troupes professionnels, semi-pro, amateurs, etc., qui essayent de s'engager là-dedans et qui se disent dans une pipe quand même, ce gars-là, il y en a d'autres, hein, que vous, il a quand même ce positionnement qu'il peut exercer ce à quoi nous on tend, et puis c'est tellement difficile d'aller chercher 1000 francs à la loterie romande, etc. C'est quoi votre regard sur tous ces gens-là qui étaient finalement avant vos frères humains, disons? Exactement. Ils le sont toujours, mais vous voyez je sais, c'est étonnant parce que il y a peu de temps, j'ai reçu justement une délégation de Compagnie Valaisanne qui disait un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire mais tu as une position qui te permet de faire un peu la pluie et le beau temps quelque part dans mon théâtre, dans mon théâtre, ou dans le théâtre que je dirige plutôt, ce qui est vrai. Après, je leur ai expliqué la situation qui était que, effectivement, comme je vous l'ai dit, dans ce type de théâtre, avec des grandes salles, les compagnies locales, elles ont moins leur place parce que malheureusement, elles attirent peu de monde, ce qui est une réalité, quoi. Voilà, mais moi la seule chose que je peux leur conseiller, c'est de pas attendre qu'on vienne les chercher. Il faut vraiment qu'elles soient, il faut que le chat gratte à la porte, quoi. Il faut qu'elles soient, si on leur répond pas, parce qu'il peut arriver à un mail, etc., il faut insister, il faut venir, il faut même venir sans rendez-vous. Il faut insister pour à la fois se faire connaître, en fait, et puis être programmé. Pour faire le lien avec une autre partie de discussion, je me suis dit, vu cette question-là, je me suis dit que j'allais vous demander, ça fait quoi de passer de Antigone à Créon? Alors, je pense que j'espère n'avoir jamais été Créon. Hein. Peut-être pour certains je représente ça, mais j'espère que j'ai moins de cruauté quand même. J'ai vu dans votre parcours de metteur en scène, vous avez mis en scène à 2 reprises Antigone de Sophocle, je crois en 2008 et en 2021. D'abord, j'aimerais savoir comment vous avez découvert Antigone. La première fois, est-ce que vous avez... Alors, j'ai découvert pendant mes études au conservatoire, donc parce que je l'ai joué. Je jouais le soldat. Là, on parle de la pièce de Sophocle. La pièce de Sophocle, que Jean Liermier, qui est actuellement directeur du théâtre de Carouge, j'étais venu faire
Il était venu faire un stage et voilà. Et j'avais joué, comme acteur. J'avais joué le soldat et le messager. Et j'avais trouvé cette pièce absolument fascinante, évidemment. En tout cas, l'Antigone de Sophocle, j'ai beaucoup plus de réserves sur l'Antigone de Anouilh. Je trouve qu'il joue beaucoup avec, où il défend beaucoup Créon par rapport à Antigone. Sophocle est très clair, c'est Antigone, voilà, il défend Antigone contre Créon et c'est juste, c'est la position juste au fond morale à avoir sur cette pièce. Et est-ce que vous êtes dit, donc vous avez été acteur, hein, joué le soldat là, est-ce que quand vous avez vu cette pièce, etc., vous vous êtes dit à un moment donné, quand vous êtes passé de l'autre côté de la scène, vous vous êtes dit, ah ça, je vais la monter une fois. Oui, alors je me suis dit ça, et puis il s'est trouvé que le canton de Genève avait à l'époque un programme où il permettait à une compagnie de passer, je crois, 4 mois dans un cycle d'orientation pour monter un spectacle, avec des comédiens professionnels, mais dans le cycle d'orientation. Et puis j'avais remporté la bourse cette année-là, et je m'étais dit, voilà, Antigone, c'est exactement ce qui peut parler à des jeunes pré-ados ou ados, parce que c'est eux en fait. Antigone, c'est eux, c'est le rapport que vous avez avec vos parents, c'est l'injustice que vous pouvez ressentir dans votre enfance, c'est plein de choses qui, a priori, on se dit, mon Dieu, Sophocle, c'est destiné à des adultes, etc., c'est sérieux, mais en fait, Antigone est toute jeune, hein, on peut imaginer qu'elle a 12-13 ans, 14 ans, donc elle a leur âge. Et donc c'était fascinant parce qu'on a monté ce spectacle, voilà. Et puis ils venaient voir les répétitions. J'avais invité Bernard Creta, j'avais invité plein d'intervenants, psychanalystes aussi, pour leur parler. Et j'espère qu'il leur est resté quelque chose. Mais en tout cas, c'est dans cette configuration-là que je l'ai monté. Donc ça c'est 2008, à peu près, je crois que c'est. Voilà. Et ensuite, vous l'avez remonté assez récemment, hein, j'ai vu ça, peut-être à la période de Covid. Et à la sortie du Covid. À la sortie justement. 2021. Ouais. Donc vous avez travaillé pendant la période de Covid. Oui, exactement. J'ai travaillé pendant la période de Covid. Il y a un grand changement énorme. Alors, expliquez-nous comment vous avez travaillé ça. Parce que ça a mûri à travers toutes ces années. Ouais, un petit peu. Alors, et puis surtout, le contexte social n'était pas le même. Alors, à l'époque, la première fois que j'ai monté, c'était dans ce contexte scolaire, donc j'avais envie de bien montrer les enjeux, voilà, Antigone contre Créon. Bizarrement, j'étais assez défavorable à Créon évidemment, mais à Antigone aussi à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, je trouvais cet absolutisme assez détestable. Enfin voilà, j'étais dans cette configuration-là, mais bon, voilà, le spectacle était quand même, je crois, relativement réussi. Mais après, j'avais été au Liban j'avais monté Antigone au Liban aussi, juste quelques années plus tard. Alors là, évidemment, ça prend toute une autre résonance. Et aussi avec les acteurs de là-bas, on l'avait monté en arabe d'ailleurs. Et j'avais compris évidemment qu'Antigone était une figure qui, selon la confession des acteurs que j'avais, représentait pouvait représenter différentes choses. C'était extrêmement intéressant. On n'a pas pu le jouer parce qu'il y avait eu. Donc ça c'est les années 2010, 2012. Ouais, il y avait eu un problème, un bombardement quelconque, quand on avait dû arrêter le spectacle. Et puis, quand je l'ai monté à la sortie du Covid, on l'a monté vraiment de façon beaucoup plus lumineuse en fait. Parce qu'il y avait évidemment, on sortait de cette période qui était quand même, les théâtres étaient fermés pendant pratiquement 2 ans. On avait quand même ces images quand même Elle a été montée où alors? Elle a été produite à l'extérieur. On l'a montée juste devant le théâtre, vraiment au cœur de la cité. C'était l'idée parce que c'est ça en fait, Antigone, c'est vraiment, c'est au cœur de la cité, ça se passe à Thèbes, voilà, et Montet pouvait tout à fait être Thèbes. Ça s'est passé où? Ça se passait sur l'esplanade du Crochetan, donc la grande place qui est devant le théâtre. Et puis là, alors voilà, c'est aussi la chance de pouvoir avoir Noémie Schmidt dans la distribution qui a donné une tonalité vraiment très lumineuse à la chose. Et c'est ça que je voulais, c'est plutôt une pièce porteuse d'espoir à ce moment-là que quelque chose de très sombre. Et donc, voilà. Je n'ai lu ni Antigone de Sophocle, ni Antigone d'Anouilh. Par contre, j'ai lu à plusieurs reprises le séminaire 7 de Lacan, qui termine sur l'éthique de la psychanalyse et le désir. Il termine ça sur une analyse très poussée de la pièce d'Antigone, du cœur, du geste d'Antigone, de Créon, de ce que ça signifie, etc. Et alors lui, sa position, c'est de dire que finalement, c'est une sorte d'acmé du désir. Elle tient sur ce fil du désir jusqu'à la fin, qui la représente pleinement, et c'est ça finalement qui donne la chair de poule, c'est que c'est pas cette mission, c'est vraiment, elle porte ce désir, elle l'affirme jusqu'à la fin, et c'est ça qui fait.
Et puis il y a un moment donné où il explique que finalement la laideur et la beauté se rejoignent, et c'est un acte, disons, incroyablement beau, si on comprend le Antigone, et à la fois le plus obscur possible, puisqu'elle fonce dans ce tombeau en même temps. Est-ce que vous avez lu aussi ce positionnement sur la beauté de l'acte? C'est intéressant. Ouais, alors moi, j'ai pas lu Lacan pour le coup, alors on se complète bien. Non, mais alors je vous conseille, parce que comme je sais que vous connaissez très bien, peut-être que je vais lire moi Sophocle, mais ça c'est clair que je vous conseille. Alors oui, je suis d'accord. Je pense que Antigone, elle a un acte au début de la pièce qui est un acte de rébellion, on pourrait dire assez classique. Et puis elle se découvre en fait, au fil du récit, elle se découvre effectivement au fil du désir ou bien au fil du courage. C'est peut-être un peu la même chose d'ailleurs. Au fond, sa trajectoire, elle sent bien que sa trajectoire la dépasse. C'est ça qui est très beau, et elle tend vers ce dépassement. Donc elle s'extrait quelque part du monde des humains de façon assez explicite et de façon assez consciente. C'est ça qui est très beau, c'est qu'elle s'en rend compte, mais elle peut pas faire. Voilà, et elle va vers cette mort qui est une forme de libération quelque part aussi. Et alors lui aussi, il fait cet acte, on va dire un acte étatique, un acte sur le droit. Lui, il fait une connerie en fait. On se rend compte. Lui, il fait une connerie. Voilà, et avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Pourquoi vous dites une connerie? Il fait une connerie parce que. Il respecte la loi. Voilà, c'est vrai et c'est pas vrai. Il respecte une loi. Mais il respecte pas la loi des dieux. D'ailleurs, à la fin, le devin lui dit tu ne respectes au fond ni la loi des dieux ni la loi des hommes, parce que tout ce que tu fais, regarde, même concrètement, il y a la pourriture au sens littéral du terme qui s'empare de Thèbes. C'est-à-dire tous ces corps pourrissant de la bataille qui a eu lieu empestent la ville. Mais la loi de la cité impose que le cadavre ne puisse pas recevoir les hommages, on va dire, à l'intérieur de la cité. Certes, mais c'est sa loi lui aussi. Et puis voilà. Alors autant Antigone est guidé par son courage ou par son désir, autant lui est guidé par la peur. Et le problème, c'est que quand vous avez peur, vous vous accrochez à des décisions que vous savez être mauvaises. Et voilà, donc il va au bout de ça, mais au bout de ça, c'est au fond une mort totalement médiocre, vraiment. Et il s'en rend compte en fait assez rapidement qu'il a fait une bêtise, notamment quand il a une scène qui est merveilleuse avec son fils, qui lui dit mais père, sois sage, le roseau plie, soit le roseau, voilà, tu es plus âgé que moi. Il est dans l'impossibilité absolue, presque psychique, physique. C'est ça, et là on le reconnaît, on reconnaît même politiquement dans plein de ça, c'est merveilleux, parce que on le voit tous les jours, quotidiennement, ce genre d'attitude, de dire il faut tenir, parce que si je tiens pas, je m'écroule, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a des livres comme L'étranger qui sont lus très facilement par les jeunes adolescents, etc., qui adorent ça. Qu'est-ce qui fait que justement le jeune aujourd'hui, l'adolescent, qui lit Antigone, qui prend connaissance d'Antigone, il capte quelque chose immédiatement, plus que nous autres adultes? Parce que en fait, je pense c'est vraiment l'absolutisme de la quête. Et je pense que c'est quelque chose qui est très proche de l'adolescence, cet absolutisme-là. Voilà, on a envie, on a des positions souvent très tranchées, etc. Et Antigone, c'est ça. Et puis il y a la beauté, en fait. Je pense que c'est aussi une quête de la beauté. Ah, moi je trouve que c'est magistral. Et ça c'est incroyable. Même en y pensant, comme il décrit les notions de cœur et de l'acte d'Antigone, voilà. Je pense à quelque chose à voir avec la beauté. Après, il y a aussi, après la traduction, hein, il y a plein de versions, on va dire, très universitaires qui sont impossibles à lire et même à jouer, évidemment. On a utilisé une version d'André Bonnard, qui était un ancien helléniste à l'université de Lausanne, qui a fait une traduction extrêmement limpide, qui est à l'Air, aux éditions de l'Air. Malheureusement, je pense que c'est épuisé, mais voilà, c'est une traduction qui est formidable à lire parce qu'elle est presque quotidienne, en fait. Et c'est ça, cette simplicité-là. C'est une pièce extrêmement simple aussi. Est-ce qu'elle peut donner une leçon, ou quelques leçons au sens noble du terme, à l'homme de pouvoir, à l'autorité, aux politiques d'aujourd'hui? Oh oui, il faudrait la faire lire à tout conseiller d'État, absolument. Voilà. Et d'autres aussi. Et qu'est-ce qu'on espérait qu'ils retiennent de cette leçon de Sophocle? Eh bien, premièrement, qu'ils écoutent la jeunesse. Je pense que quand même la pièce, elle parle de ça.
qui s'écoutent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se connectent ou qu'ils se reconnectent avec leurs valeurs. Est-ce que Créon, il ne s'est pas écouté lui-même? Non, non, clairement pas. Il se réfugie derrière une loi qui en fait le piège et qui pourrait tout à fait, parce que c'est lui de toute façon le chef de la cité, donc il pourrait tout à fait la brocher cette loi, c'est pas un problème. Donc ils se reconnectent à leur moi et qu'ils acceptent aussi leurs erreurs et qu'ils n'hésitent pas à s'excuser ou à reconnaître leurs erreurs. Alors ça me donne à penser que j'ai lu un excellent travail de maturité d'une fille que j'ai invitée sur la désobéissance civile et qui n'ose pas venir, alors je la réinvite, il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne, bien sûr. Il faut qu'elle vienne, alors là... Et elle gagne toujours, il faut qu'elle sache que Antigone gagne toujours en exactement, fait. Exactement, c'est important. Et son travail est vraiment fantastique et moi ça me parle beaucoup parce que c'est sur la désobéissance civile, à quel moment on doit s'écarter d'une règle formelle, etc. Donc je suis content qu'il y ait un homme de théâtre qui lui dise de venir, alors j'espère qu'il sans crainte, il faut venir sans crainte. Voilà, il faut venir sans crainte. Oui, Antigone. Et vous vous imaginez, après ces deux, peut-être dans 10 ans, refaire une mise en scène d'Antigone? Oh, oui. Je me suis demandé ça. Oui, avec grand plaisir. Non, mais je pense que c'est un texte sur lequel je vais revenir parce que c'est évidemment ce qui est formidable, c'est de faire plusieurs fois le même spectacle, on ne parle pas le même spectacle justement, mais travailler le même texte à plusieurs étapes de sa vie, c'est formidable parce qu'on voit comment on a changé en fait. Le théâtre, c'est un vrai miroir et la mise en scène, c'est ça qui est formidable dans la mise en scène, c'est que c'est un miroir de soi et de notre inconscient en fait. Est-ce que vous avez fait des adaptations? Non, absolument pas. C'est un métier différent ou bien de faire de l'adaptation théâtrale, de prendre un roman ou tel... Non. Alors après, ça dépend. Il y a des metteurs en scène qui travaillent par exemple sur du texte en prose et puis qui l'adaptent au théâtre, etc. Je l'ai dû le faire, mais très rarement et ça me réussit pas tellement. Je suis pas très bon pour ça. Voilà, donc c'est plutôt l'idée de prendre une pièce qui est déjà le texte. Oui, je me dis que non, je suis plutôt assez respectueux des textes que je prends. Parce que je me dis que l'auteur il a suffisamment réfléchi pour que j'ai pas besoin de le contredire ou voilà. Et en général, c'est quand même des auteurs dont l'intelligence est supérieure à la mienne, donc je préfère leur faire confiance que voilà. Donc non, pas d'adaptation. Et est-ce que par exemple pour Antigone dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez vu d'autres mises en scène avant de faire la vôtre où vous dites je veux être plus ou moins sur un terrain vierge et je me rattache au texte et je vais faire en tant que metteur en scène? Alors, il peut m'arriver, Antigone, effectivement, j'ai vu quelques mises en scène, mais ça m'influence absolument pas en général. J'ai pas du tout de. Non, pour moi, en fait, le théâtre, c'est un rapport très intime, en fait. C'est quelque chose de très intime. C'est pas. Je ne me mets pas en scène en faisant référence à des travaux, à d'autres. Sans doute que je le fais inconsciemment, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui apparaît, c'est-à-dire non pas ce que j'imagine ou ce que je peux décider avant même de faire des répétitions, c'est ce qui apparaît au moment de la répétition. Et c'est chaque fois très surprenant pour moi. Et c'est ça mon plaisir en fait. Albert Camus, qui avait beaucoup de théâtre, il disait que c'était comme une équipe de foot. Finalement, c'est cette notion de camaraderie au sens profond du terme qui est recherchée dans le théâtre, dans la troupe en quelque sorte, dans cet accompagnement avant de la créer, puis pendant les scènes elles-mêmes. Vous ressentez ça aussi Je le recherche. Je veux plus travailler avec des emmerdeurs d'ailleurs. C'est fini ça. Pour moi, le travail théâtral doit se faire dans le plaisir, dans le respect évidemment, dans la bienveillance qui n'a vraiment pas toujours été le cas à l'époque. D'ailleurs, toutes ces affaires qui sautent maintenant sont aussi liées à des rapports de pouvoir qui sont très très mal réglés dans le milieu culturel et d'autres aussi, mais le milieu culturel notamment. Donc non, la camaraderie, je suis très camusien pour plein de choses, mais notamment ce qu'il dit là est tout à fait vrai. Je pense que l'entraide au théâtre est fondamentale. Si vous avez des gens qui se tirent dans les pattes, qui sont jaloux les uns des autres, c'est épouvantable. Il y a une proximité mentale, psychique, physique dans le théâtre, dans les danses, etc., dans d'autres. Est-ce que ça explique les dérives auxquelles vous avez fait allusion? Je pense pas.
Je pense pas. Je pense que les dérives, elles sont liées au fait que Rapport de pouvoir, vous avez dit. Hein. Rapport de pouvoir non contractuel. Normalement, dans une administration publique, par exemple, quand on est, voilà, quand on a des employés, on doit respecter certains. On peut pas parler aux gens n'importe comment, on peut pas les insulter. Sur un spectacle de théâtre, il m'est déjà arrivé. C'est aussi lié à mon déplaisir d'être acteur, c'est que c'est des périodes courtes, souvent 1 mois et demi, 2 mois de répétition, avec des gens qui se prennent vraiment pour des despotes, qui vous parlent extrêmement mal. Et à l'époque, souvent les metteurs en scène étaient des hommes, c'est heureusement un peu moins le cas maintenant, et se permettaient énormément de choses avec les hommes, évidemment, mais avec les femmes aussi. Et le désir était évidemment libre cours au désir. C'était même valorisé d'ailleurs. Hein, le désir. La pulsion, la pulsion, bien sûr, la pulsion. Oui, là, je suis gentil quand je parle de désir, la pulsion. Mais la pulsion de violence, la pulsion de sexualité, les pulsions, libre cours aux pulsions. À l'époque, c'était vraiment ça, et c'était même, on va dire, les grands metteurs en scène, certains grands metteurs en scène, en tout cas, qu'on adulait à l'époque, c'était des despotes. Et comment vous expliquez, vous avez, bon, c'est des petites configurations, plus petites quand même, une troupe de théâtre, ça peut être grand, ça 30, 40 personnes. Mais comment on explique finalement le silence j'ai envie de dire, des collatéraux, des personnes qui sont tout autour, etc. Comment ça se fait que finalement, oui, il y a une sorte d'acceptation d'un silence délétère? Alors, d'abord, à l'époque, c'était des comportements qui étaient tout à fait acceptés, voire même valorisés, hein, comme je l'ai dit. Donc, aucune raison d'en parler. Si vous en parliez, vous étiez perçu comme quelqu'un de bizarre, de se plaindre d'un mauvais comportement. Maintenant, en Suisse romande notamment, il y a encore plein de choses qui se passent. Il y a encore plein de choses qui ne sont pas mises à jour. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Parce que je pense qu'il y a de la peur. En fait, la peur est toujours là. C'est-à-dire qu'on imagine que parler, ça veut dire qu'on va se griller au sein d'une profession qui est quand même une toute petite communauté, malgré tout, quelques centaines de personnes tout au plus. C'est un acte de fausse solidarité? C'est un acte, oui, c'est ça. C'est un acte de fausse solidarité. Puis ça, je crois que c'est une peur compréhensible, mais c'est une peur. C'est une peur, et il faut dire aussi que quand quelqu'un dénonce, le risque c'est que cette parole soit exclue et que cette parole ne soit pas relayée, notamment par les médias qui sont aussi évidemment extrêmement prudents quand elles accueillent ce genre de parole. Donc il y a contrairement à la France, maintenant on est vraiment encore en plein dedans, et ça va venir encore. Il y a encore des choses qui... On sent bien que la parole est quand même beaucoup plus libérée. Là. En Suisse romande, il y a encore une chape de plomb à cet égard qui est forte. Ouais. Je trouve que par rapport aux années 80 et maintenant, ce qui change beaucoup, c'est la liberté d'expression. Là, c'est le dernier numéro du 1 hebdo, Haro sur la liberté d'expression avec un point d'interrogation. La question que je pensais vous poser, c'est est-ce que le théâtre, il est soumis aussi à ces restrictions dans ce qui apparaît finalement dans la société d'aujourd'hui, oui, je pense, haro, c'est peut-être le mot, il est peut-être un peu fort, mais des restrictions assez phénoménales sur cette liberté qui était pour nous totalement intégrée dans les années 80-90. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des on se pose... Est-ce qu'il y a des pièces que vous ne montriez pas aujourd'hui, que vous montriez en 80? Je parlais de Roberto Zucco avant, qui est une de mes pièces préférées. D'ailleurs, je l'ai montée, mais bon, en Corée, donc c'est assez lointain. Il y a des scènes dans cette pièce-là qui seraient, à mon avis, très problématiques à montrer aujourd'hui, ici. Je ne sais pas, il y a une scène où le personnage principal tue un enfant, et c'est une scène comique. Il l'a voulu exprès pour vraiment tordre à fond la réalité. Je pense que c'est une scène impossible à monter ici. Je pense que ça serait immédiat. Alors que, parce qu'on a plus... quelque part, c'est comme si on n'avait plus le recul de la fiction, en fait. Et ça, c'est un véritable problème. Autant il est scandaleux d'avoir des rapports de pouvoir non réglés, comme j'en ai parlé avant, autant, effectivement, le problème, c'est qu'il y a une forme de contamination, même dans le récit fictionnel, où la fiction est perçue comme étant la réalité.
J'entendais aussi l'autre jour des gens qui disaient « Ah, mais Molière, attention, parce que c'est misogyne, ou il y a des choses qu'on ne peut plus dire, etc. » Mais c'est Molière, donc voilà, c'est quand même pas la même époque, il faut recontextualiser les choses, etc. C'est par hasard, vous avez vu Le bourgeois gentilhomme du Collège des Creusets? Non, je ne l'ai pas vu. Par Stéphane Albert, non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Est-ce que les mots, est-ce que vous sentez une dérive dans le langage, dans le monde de la culture, où tout d'un coup, ce mot qui avait cette signification-là, il dérape dans une autre... Vous avez un exemple? Alors, il y a un exemple qui vient à l'esprit là, parce que j'ai vu, je crois que c'était aujourd'hui, où semble-t-il que les CFF transforment accident de personne en cause externe. Non, mais ça c'est un détail. Non, mais le langage, je prends souvent cet exemple, le blanc devient le noir, et on a une transformation des mots. Je ne sais pas si ça vient du politique ou de la société. Une forme de politiquement correct. Oui, et transformation du langage, ouais. Non, mais moi je vais beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'on dit blanc en sachant que c'est noir, c'est ça. Par exemple, dans ce qui se passe au niveau de ces guerres de communication aujourd'hui, bon, on dira que c'est la guerre, c'est la propagande. Mais j'ai envie de dire, dans le langage de tous les jours, peut-être ça c'est aussi dans le monde juridique auquel je vis, finalement, les mots, ils n'ont plus aucun rattachement au réel. Oui, c'est intéressant. Effectivement, il y a un... je pense que le devoir d'un écrivain ou d'un artiste, c'est de nommer les choses, non pas de faire de la rêverie. La poésie, c'est pas une chose qui est hors du réel, c'est de nommer les choses. Et dans l'auteur dont je vous parlais tout à l'heure, Sebald, qui parle de ces fameux bombardements, etc., qui dit mais on n'a pas réussi à nommer les choses, à nommer les gens décapités, la pourriture, la vermine, etc. Il faut nommer les choses. Il n'y a pas à passer à côté, voilà, ou des espèces de phrases toutes faites sur l'horreur, etc. Non, il faut décrire et nommer les choses. Alors là, je dirais que c'est ce à quoi elle s'est attachée, c'est de nommer dans les détails le tricot, tous les petits détails de ces femmes. Voilà. Et pour une raison assez... franchement, ça me donne la chair de poule parce qu'on vit avec elles. Ils ont des numéros de matricule, elles ont des prénoms, mais finalement, elles sont là avec nous parce qu'on se rend compte de ce qu'elles font dans le concret pendant toutes ces années, comment elles ont essayé d'éviter l'horreur, comment elles ont plongé dans l'horreur, comment elles se sont trahies ou non, comment elles se sont solidarisées. Et franchement, c'est un livre absolument incroyable. Et je le remontre ici vraiment en disant à chacun, faites-le lire, allez le chercher. Il est tout récent, hein, c'est publié il y a 1 ou 2 mois aux éditions Flammarion, je répète, Les femmes d'Auschwitz-Birkenau de Shoshana Bukovska. Donc, vous avez fait référence à Koltès, qui est un de votre... Comment vous êtes tombé dessus et qu'est-ce qui vous anime quand vous montez une de ces pièces? Bon, à l'époque, Koltès, dans les années 90, années 2000, c'était un auteur qui était très connu, qui est maintenant beaucoup moins monté, malheureusement. Mais bon, c'est Patrice Chéreau notamment qui l'a fait connaître, donc voilà, c'est un auteur très connu. Puis j'étais tombé sur un de ses écrits un peu de jeunesse, mais qui est un monologue en fait de 60 pages qui n'a pas de point, qui s'appelle La nuit dans les forêts, qui est sublime, quoi, vraiment sublime, où il y a quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un d'autre qui n'est pas sur scène, qui n'est pas là, pour le retenir et pour chercher un frère humain justement, et pour chercher le contact. Et il parle pendant. Voilà. Et en fait, Koltès, il a chaque fois, dans ses œuvres, il a vraiment thématisé des styles extrêmement différents, notamment dans Roberto Zucco, qui est une pièce totalement shakespearienne, qui commence comme Hamlet, qui est là, où dans Hamlet, c'est les soldats du château d'Elseneur qui voient le fantôme du père d'Hamlet, et là, c'est des gardiens de prison qui voient une ombre furtive qui est Roberto Zucco s'échappant de prison. Et voilà, moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est de réussir à transposer de façon contemporaine, intelligente, c'est justement ce style shakespearien qui est vraiment la coexistence des contraires, en fait, où vous coexistez le tragique avec le grotesque, le profond avec le superficiel, etc. Et alors même que lui-même était en train de mourir du sida au moment où il écrit ça. Et ce qui est formidable cette pièce-là aussi, c'est que quelqu'un me l'avait dit quand j'avais fait un atelier de théâtre, il y avait une dame là, qui était en l'occurrence psychanalyste, et qui m'a dit, mais en fait, Roberto Zucco, c'est le virus.
Et avec cette lecture-là de cette pièce, me dire en fait, ah oui, même si pour l'auteur, je pense que c'était inconscient, c'était un virus dans cette société-là, déjà brinque-ballante, qui fait tout basculer. Voilà, pour moi, c'est une des plus grandes pièces en fait contemporaines. Répétez le titre. Roberto Zucco. Et le titre? Roberto Zucco, de Bernard-Marie Coltès. Ah, d'accord. Voilà. Et puis, je me demandais, quand vous êtes arrivé dans le monde institutionnel, on va dire, dans votre fonction, quelle a été votre relation immédiate avec le politique? Je pense maintenant, il y a quelque chose qui s'est noué d'habitude, etc. Mais au moment, est-ce que vous avez ressenti une sorte d'accueil immédiat, ou bien il y a des points sur lesquels il pouvait y avoir du frottement Ça a été un long apprentissage, en fait. Des deux côtés? Des deux côtés, en tout cas du mien, je sais pas, les deux côtés je sais pas parce que j'ai changé beaucoup de politique, voilà, donc ils n'ont pas eu le temps forcément tous de s'habituer. Le président, par exemple, il est là depuis une bonne période. depuis une bonne période. 12 ans, ouais. Alors oui, je crois qu'on s'est bien entendu, enfin voilà, on s'est bien entendu, mais en fait, moi je pensais en arrivant, un peu naïvement, en arrivant à la tête d'une institution, que justement ma liberté d'expression, etc., ou que ma parole avait une charge et que je pouvais, voilà, et je m'étais engagé. Vous l'avez ressenti tout de suite, ça. Vous dites non, maintenant, parce que je dis souvent, la fonction, elle fait l'homme aussi. Hein. Oui. Si vous êtes juge, si vous êtes avocat, si vous êtes fonctionnaire dans la même situation, vous avez des réactions qui sont différentes. J'ai vite senti qu'il y a des choses que je ne pouvais pas dire en étant, chef de service de la ville de Montaix, etc. Mais j'ai expérimenté les limites, on va dire. Il y a des choses que j'ai faites, je pense, il y a 15 ans quand je suis arrivé. Que vous ne faites plus aujourd'hui. Non, et puis que si je le refaisais aujourd'hui, je pense que je me ferais virer assez rapidement. Donc voilà. Est-ce que c'est une restriction à la liberté d'expression? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne le ressens pas comme ça. Mais je pense que voilà, il faut évidemment la parole a un poids et les actions évidemment aussi. Donc voilà. Mais moi, ça m'amuse. C'est une danse avec le politique. Ça m'amuse de toujours être voilà, de chercher la. Et maintenant, je la connais, en fait, je la connais instinctivement. Et comment un metteur en scène professionnel, un homme de culture, dont le métier c'est ça, reçoit les critiques du simple citoyen, du simple spectateur qui va à une scène ou bien pas? Parce que finalement, les connaissances internes du monde du théâtre sont différentes. J'ai envie de vous comparer à un entraîneur de football. Exactement, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Qui connaît un tas de ce qui s'est passé à l'entraînement avant, après, etc., et qui reçoit une critique, disons, positive ou négative, qui est fondée sur des éléments ponctuels, où il n'a pas l'ensemble du pourtour de la chose, on va dire. Alors avant, j'étais toujours très prudent, très anxieux de ce genre de retour, notamment les mails de lendemain de spectacles de danse avec des corps nus sur scène, par exemple. Vous avez dit, mais pourquoi vous programmez jamais telle ou telle personne alors que c'est formidable et que ça remplirait la salle, alors que vous pourquoi tel arrière-gauche joue et pas tel autre? Exactement. Donc maintenant, je replace gentiment les gens dans leurs compétences. Voilà. Donc, et vous dites, c'est mon rôle de choisir. C'est ma compétence. C'est ma compétence, vous me payez pour ça, voilà, c'est mon métier. D'accord. Donc je ne dis pas que je fais tout juste, mais je le fais au mieux de ce que je... Et puis le monde du théâtre, il est assez petit en Suisse romande, en Valais, etc. Est-ce qu'il y a une solidarité dedans, ou bien il y a quand même cette compétition qui est exacerbée entre les uns et les autres? Il y a peu de compétition. Alors on va dire qu'on a peut-être eu une période assez rêvée, il y a encore quelques années où au fond la culture, on va dire professionnelle ou institutionnelle, était assez jeune en Valais, quoi. Donc il y avait encore tout un territoire à conquérir, donc il y avait une forme de solidarité qui était peut-être différente que ce qu'on peut connaître à Genève ou dans le canton de Vaud. Maintenant on s'est un peu normalisé par rapport à ça, donc il y a déjà plus de jeux de position, de concurrence, mais l'ambiance est, je crois, plutôt assez bonne et plutôt Quel est votre regard institutionnel, disons, sur les budgets de la culture? Est-ce que vous trouvez qu'on est dans des niveaux qui sont vraiment beaucoup trop bas, comme disent certains, ou vous dites on a pondéré par rapport à toute une série d'exigences dans la santé, dans les services sociaux, etc. C'est quoi votre regard citoyen, là, j'ai envie de dire, comme le mien finalement? Non, alors vraiment, je ne pense pas que forcément la somme d'argent mise dans la culture en fait sa qualité, ça c'est une chose, mais ça c'est une généralité un petit peu. Hein.
Après, je pense qu'en Valais, on est sur des niveaux extrêmement bas. En termes de pourcentage dédié à la culture, c'est très très bas. Donc les comment villes vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça, c'est historique. C'est parce que c'est jeune en fait. C'est parce que pour le Valais, la culture, c'est encore quelque chose de totalement périphérique et voilà, et qui est plus, et pour, je pense, bon nombre de Valaisans, la culture, ça reste encore quand même, malgré tout, la culture amateur. J'ai rien contre d'ailleurs, mais c'est beaucoup encore le monde des fanfares et le monde du théâtre amateur. Donc, on va dire l'autre culture, la culture vraiment, la création, le soutien à la création professionnelle, etc., c'est encore une part tout à fait marginale de l'affaire. Et c'est un peu dommage parce que c'est quand même aussi une chose aussi importante pour se moderniser, hein, quelque part, d'investir dans la culture. Mais est-ce que ça appartient au monde de l'économie capitaliste, la culture? Ah, totalement. Totalement. Dans le monde de la culture, dans le monde du théâtre, il y a des gens qui sont indemnisés, rémunérés, et puis il y a ceux qui évoluent sans rémunération ou à des rémunérations très faibles. Je disais à un éditeur, et là je vous mets dans la peau de l'éditeur, je posais la même question en marxiste, j'ai envie de dire, finalement ces acteurs, c'est les exploités du monde culturel dans le champ capitalistique. Oui, je pense qu'ils sont... Alors, ils sont exploités quelque part par aussi la faiblesse des moyens qui sont consacrés à la culture, précisément. Mais est-ce que ça voudrait dire que dans ce champ-là, il n'y a pas de demande Est-ce que notre monde, parce que finalement on défend quand même, nous de ça, on se dit un monde avec ou sans culture, c'est pas le même monde, mais est-ce que finalement cette demande pour la culture, elle est tellement infime que finalement il n'y en aurait pas, est-ce que ça irait plus mal? Non, mais en fait, il n'y a pas de demande pour la culture. Il y en a pas. Il y en a peu. Ça m'a amusé parce que comment l'éveiller? Alors, mais c'est pas. Je vais essayer de développer la chose. Le canton du Valais a fait un sondage pour dire est-ce que vous avez besoin de culture. Au fond, la réponse est oui, mais un peu vaguement. Effectivement, s'il n'y en avait pas, ce serait un peu comme le foot. Bon, ça ne dérangerait pas certaines personnes. Mais je crois que le besoin de culture, il est effectivement c'est pas quelque chose qui est forcément inné, mais c'est quelque chose qui se provoque, voilà, il faut être proactif là-dedans. C'est-à-dire que plus on a de culture, plus les gens en ont besoin quelque part. Je pense que c'est aussi comme ça que ça. Donc si on attend des gens qui demandent de la culture, ben non, enfin je pense pas forcément que les gens ont envie qu'on leur, voilà, de plus de théâtre, de plus de musique, etc. Et je pense que moi j'aime beaucoup cette formule de la ville de Nantes qui avait ce slogan qui était Nantes, ville agitée par la culture. C'est formidable. C'est les pouvoirs publics qui sont derrière, pour même produire un slogan comme ça. Il faut agiter le monde par la culture. Mais pour ça, il faut des politiques qui soient conscients de ça et qui soient prêts à investir presque, pas à fond perdu, mais justement à miser sur les jeunes groupes locaux, à y aller, à donner de l'argent, des moyens à beaucoup de gens, à des artistes, parce que les artistes, il y en a énormément, quoi. Et c'est ça qui fera la qualité du territoire aussi. Votre regard sur ces troupes théâtrales dans les collèges, plutôt, ma question elle est différente. Est-ce que le théâtre, finalement, le théâtre en tant que tel, ça ne devrait pas être obligatoire pour chaque étudiant? Comme en France maintenant, vous avez vu. Non, j'ai pas vu. Voilà, Macron, alors peut-être dans une tentative, mais je connais a promis oui, mais je pense que ça devrait être obligatoire. Mais je pense que de toute façon, le théâtre, je pense que c'est un outil indispensable ou très complémentaire par exemple, à des cours de français. Parce que quand vous lisez un roman, et Dieu sait que moi, en faisant le collège, je comprenais rien à la littérature parce que c'était extérieur, où j'avais l'impression qu'on m'enseignait de façon extérieure à moi. Quand on commence à comprendre et à entrer dans les personnages qui sont dans les romans, à reconnaître ce qu'on a de proche d'eux ou différent d'eux, tout d'un coup, là, ça s'éclaire. Et c'est vrai que le théâtre en tant que tel permet d'éclairer ça, il permet d'éclairer la littérature. La dernière question, c'est qu'est-ce que Lorenzo Managuerra va nous proposer comme musique, une musique qui lui plaît ces jours-ci et qu'il écoute? Alors, qu'est-ce que j'écoute ces jours-ci? J'écoute peu de musique, à vrai dire. Ouais, j'écoute peu de musique. Je suis un grand lecteur, mais... Dans votre adolescence, est-ce qu'il y a un... Pink Floyd. Pink Floyd. Voilà, Pink Floyd. Donc, mais
Mais j'ai un peu honte de le dire parce que c'est quand même un peu vieux. Donc, non. bon, ma fille, elle écoute beaucoup de rap. Alors voilà, comme ça de façon. Ça vous parle le rap ou bien? Ouais, ça me parle beaucoup. Ouais. C'est vrai? Enfin, ça me parle beaucoup. Je ne dis pas que j'en écoute, mais quand j'en écoute, je trouve que c'est. Au fond, c'est la musique écoutée à 80% aujourd'hui, par les gens. Et puis, votre réaction à ce succès de Nemo et à sa performance comme homme de culture? Ça, c'est ma question de la Non, mais moi, je peux juger. Alors, je juge la performance qui est exceptionnelle. Enfin, j'ai juste vu la vidéo qui a été reconnue. Qui a été reconnue. Enfin, il a une voix. Enfin, on sent que c'est un gars qui a travaillé aussi. Hein, ça tombe pas du ciel, etc. Et je suis outré par tout ce que j'ai lu sur les réseaux. Enfin, c'est épouvantable. Incroyable. Je trouve qu'il y a un déchaînement de violence là et de bêtises qui est vraiment insoutenable. Donc formidable. Formidable les mots. Et voilà. Et je trouve que c'est quelqu'un du monde de. On va s'accorder pour terminer cet entretien avec la musique de Nemo. Ça marche. Et merci pour ce moment. Et merci à vous. Merci.